Alors, du coup, bah écoutez, messieurs, bien le bonsoir. Donc, on a Mike et Alex qui sont présents. Je vais peut-être vous laisser dans un premier temps, peut-être vous présenter auprès de l'auditoire dans un premier temps. Ouais, vas-y Alex. Bonsoir à tous, merci de l'invitation déjà. Je m'appelle Alexandre, j'ai 29 ans et je fais partie de l'équipe Raptors France depuis plusieurs années maintenant. L'époque DeRozan, Kyle Lowry, tout ça, ça commence à remonter un peu. Mais on est toujours là et très, très enthousiaste à l'idée de la reprise de la saison qui va arriver très très vite maintenant. Yes. Ouais, t'as été bien courageux de suivre à partir de l'époque de Rosanne. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'était sur la montée, disons. Il y avait de bonnes choses d'année en année. Il y a eu une finale de conférence quand même. C'est vrai. Donc disons qu'on était quand même dans une dynamique plus positive qu'on ne l'est depuis le Covid. Hein. On va être honnête. Ah bon, Qu'est-ce qu'il y a, Enzo? Non, t'as dit, attends, si j'ai bien compris, t'as dit on est dans une dynamique plus positive depuis le Covid. Non, à l'époque DeRozan, Lowry, on était sur une note quand même plus optimiste, disons. On était quand même, on trustait les 3-4 premières places de l'Est quasiment tous les ans avant. Vrai. Et puis depuis le titre de 2019 et la bulle, c'est un petit peu en dent de scie et compliqué. Est-ce qu'on peut dire tout simplement que Masai est une fraude qui passe son temps à dormir? Ça y est, il commence. On peut le dire. J'ouvre le débat. Je pense qu'on va pas donner une réponse claire tout de suite. On va prendre le temps de développer tout ça. Mais il y a des choses à dire. Ah, tu vois, là, c'est bien de maintenir le suspense comme ça. Toi, Enzo, tu veux aller directement dans le vif avant de mettre un peu les formes, etc. J'aime le sang. Voilà, oui, je vois ça que t'aimes le sang. Bon, on va peut-être laisser Mike aussi se présenter auprès de ceux qui ne le connaîtraient peut-être pas encore. Alors moi je suis pas d'accord au sujet de Masai, mais on reviendra à ça plus tard. Mike Laviol, je suis journaliste à Toronto, je couvre les Raptors depuis le titre, depuis 2018-2019. Pour l'Express de Toronto et aussi maintenant un petit peu pour un média qui s'appelle ONFR+, et en compagnie de Raptors France sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, Twitter, avec le podcast qui s'appelle Dino Talk, des avant-matchs, des après-matchs, des previews de la saison qui va arriver bientôt. Plein de choses pour suivre les Raptors au plus près. Eh ben parfait. Sachant qu'en plus tu t'es lancé assez récemment sur YouTube, si je dis pas de bêtises. YouTube, ça fait déjà quelques années, mais j'essaie d'être un peu plus sérieux depuis 2 ans. C'est régulier là pour le coup. Ouais, j'essaye d'être régulier, mais c'est pas évident. C'est vrai que, bon, pour ma part, c'est vrai que je te suis, on va dire que sur Twitter, je te suis depuis quoi? Depuis peut-être un peu plus d'un an maintenant. Ça a été un peu sur le début de Tibier pour le coup que je te suivais, donc c'est vrai que... Ouais, tu vois, alors que Mike et moi, c'est une affaire de longue date déjà. Ah bah écoute, j'ai pas eu cet honneur. Pardon, j'essaie de rattraper le retard. Alors, parfait. Du coup, donc on est bon pour les Raptors. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Alors, peut-être qu'on va faire un peu l'état de la saison 22-23. Bon, Toronto qui a été, on va dire, un peu le dindon de la farce, si je peux dire ça comme ça, parce que 9e à l'Est, avec un bilan pourtant à l'équilibre, hein, on est sur du 41-41, avec, alors pareil, hein, moi je retiens toujours un peu l'offensive rating et le defensive rating, donc on est 11e et 12e, malheureusement, donc échec au play-in. Vous les gars, sur cette saison passée, quels enseignements vous tirez justement? Je vais commencer rapidement. C'est une saison très décevante parce que les Raptors, il y avait énormément d'attentes cette année-là, contrairement à l'année précédente, puisqu'il faut rappeler que l'année juste avant, ils terminent 5e, un peu contre toute attente, et qu'au final, les Raps étaient dans une continuité. En fait, on avait quasiment le même effectif, et avec de belles prestations en play-off au premier tour contre Philadelphie, on s'attendait tout simplement à ce que l'équipe continue sur la même lancée. Et au final, on s'est rendu compte que ça a été tout l'inverse. Ça s'est un peu délité complètement même. Je vais laisser la parole à Alex qui pourra peut-être donner plus de précision là-dessus, mais en fait on a un Nick Nurse qui est devenu un peu une parodie de lui-même avec une défense en fait qui essayait de rattraper le fait que l'attaque était complètement à la ramasse sur demi-terrain. Donc les Raptors tentaient tout ce qu'ils pouvaient pour faire des interceptions, pour prendre des rebonds offensifs et faire du jeu rapide parce que le jeu placé était juste dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot en fait. Et du coup ça a été une des forces des
des Raptors, mais c'était très faible sur demi-terrain. Et en fait, le rating offensif que tu dis, heureusement qu'il y a le jeu rapide, le jeu en transition et les rebonds offensifs, qui fait qu'il termine 11e, 12e. C'est assez étonnant quand en soi tu regardes les matchs des Raptors de la saison dernière et leur attaque sur demi-terrain notamment. Surtout qu'en plus il y a eu quand même un certain contexte, avec de toute façon on abordera le sujet par la suite, mais il y a eu quand même un environnement qui n'était pas, on va dire, au plus beau, qui n'était pas vraiment au beau fixe, parce qu'il y a eu les relations quand même entre les joueurs et un coach qui s'appelle Nick Nurse, qui, en tout cas, de ce que révélait un peu la presse, en tout cas même les insiders, qui n'était pas du tout, on va dire, optimal. Donc c'est vrai que voilà, la saison de Toronto était un peu en dents de scie, avec aussi des circonstances qui n'étaient pas forcément des plus simples pour pouvoir, on va dire, complètement pas performer. De toute façon, je prends le relais, Mike. De toute façon, il n'y avait pas besoin non plus d'être extrêmement spécialiste ou très concentré sur les Raptors pour sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas hors basket, hors terrain. Il y avait quelque chose dans les relations, dans l'ambiance, dans le visage montré par cette équipe. Masai Ujiri l'a très bien dit en fin de saison. Certains joueurs ont été égoïstes. Donc, entre ceux qui avaient une free agency qui arrivait, qui allait être à négocier, entre un Nick Nurse qui semblait plus inquiet de conserver sa place que d'obtenir de vrais résultats. C'était très très compliqué et au final, on se retrouve dans une saison où, mis à part Pascal Siakam, et j'ai envie de rajouter Chris Boucher parce que c'est un de mes joueurs préférés de ce roster et on sait tous les soirs plus ou moins ce qu'il va apporter, mais mis à part ces deux-là, aucun joueur de l'effectif n'a performé à haut niveau qu'on sait être le leur. Scottie Barnes a déçu, Gary Trent Jr. a déçu, Fred VanVleet a déçu, tout le monde a été en dessous de ses standards et dans ces moments-là, c'est difficile de gagner des matchs. Il y a eu une période très très sombre au mois de décembre où on a enchaîné les défaites et il y a eu une petite lueur d'espoir en deuxième partie de saison à partir de l'arrivée de Puttle, qui a modifié un petit peu la façon de jouer avec un vrai pivot dans la raquette et je pense que le rating, en tout cas les ratings qu'on a en fin de saison sont un peu tronqués. Je serais très intéressé de savoir à combien on était avant la trade deadline parce qu'on a senti qu'il y avait beaucoup de mieux avec l'ajout de Puttle dans la raquette. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Tu parlais de saison globalement décevante pour tout le monde. Moi, j'ai trouvé que Siakam est resté tout de même dans son standing avec ce qu'il pouvait faire. Tout à fait. Évidemment que en termes de productivité et d'impact, c'était moindre parce que à côté, ça suivait pas. Mais je trouve que clairement, Siakam a été la bouée dans le marasme des Pistons. Putain, j'ai tellement l'habitude de parler de merde chez les Pistons. Une bouée comme Siakam, ça vous aurait bien servi quand même ces dernières années. Mais tu vois, moi je trouve que Siakam, et je trouve qu'il n'a pas assez de crédit. Je trouve que Siakam est un joueur qui n'a pas assez de crédit au sein des fans de la ligue, parce que je pense que dans la ligue, il est quand même assez bien respecté. Mais je trouve que voilà, la saison qu'a fait un joueur comme Siakam, c'est solide à sortir ça mentalement dans le contexte qu'il y avait. Encore Scottie Barnes, on peut l'excuser parce que c'est qu'un sophomore en soi. Donc surtout Scottie Barnes a été essayé à beaucoup de choses sans être spécialisé dans une seule chose, ce qui à mes yeux n'aide pas forcément dans le développement. Mais pour revenir à Siakam, je trouve qu'il a fait une bonne saison, qu'il a essayé comme il pouvait. Et je pense qu'aussi le flou autour du futur de Siakam a beaucoup joué dans le moral de l'équipe, dans leur façon d'appréhender la saison, parce que malheureusement les rumeurs de départ de Siakam ont pollué les Raptors du début à la fin de la saison. Attention parce que c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini, mais bon, Pascal Siakam, la bonne nouvelle c'est que lui, contrairement à Joel Embiid, il est toujours ouvert à jouer pour le Cameroun. Mais bon, c'est... Pascal Siakam, je sais pas, c'est vrai que malheureusement, oui, je pense qu'il est clairement pas respecté parce que comme tu l'as très bien dit, Enzo, il est complètement dans ses standards. Parce que pareil, la saison dernière, il est à un peu plus de 24 points avec quasiment 8 rebonds, 6 passes.
à 48% au tir. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Je vois pas ce qu'on peut réellement lui demander de plus en termes d'effort. Alors après, c'est quelqu'un, je pense, qui reste un minimum discret parce qu'on remet énormément en question son leadership, mais je pense que c'est un leadership qu'il a, mais qui n'est pas, on va dire, vocal. Il va être dans l'action, il va peut-être justement entraîner ses collègues à performer. Et voilà, ce qu'on entend, c'est vrai qu'on aime bien les Américains, enfin les Américains aiment bien dire le leadership parce que c'est un mec qui a une grande gueule, etc. Sauf que ce n'est pas forcément synonyme de leadership. Surtout moi, quand je pense à Siakam, je pense à quelqu'un de très humble. Oui. Mais peut-être même un peu trop humble, j'ai envie de dire. Et moi, je fais la comparaison avec Van Vliet, forcément, parce que c'était eux les deux piliers de l'équipe. Je pense à Van Vliet quand il fait ça, quand il re-signe. Il dit bon, maintenant j'ai la bague, maintenant je veux l'argent. Tu vois, genre, il dit ça. Siakam, tu ne l'as jamais vu dire une parole, de telles paroles, ou même aller à contresens de la franchise. Il a toujours été positif, il a toujours été reconnaissant, il a toujours été respectueux, il a toujours été humble. Et je pense que c'est ça aussi qui permet à Siakam de se sortir une telle saison. C'est que il était peut-être plus préparé à jouer dans de mauvaises conditions, puisque il sait que c'est des choses qui peuvent arriver, que d'autres joueurs comme Van Vliet, comme Gary Trent Jr., qui eux ne se prennent pas pour de la merde et estiment que en gros les Raptors c'était pas assez bien pour eux. Ou du moins Nick Nurse plutôt, parce que Gary Trent Jr. est toujours Raptors. Ouais. Alors, je sais pas, vous en pensez quoi, Mike et Alex, ouais, c'est quoi vos avis un peu sur ce qu'on vient de sortir? Je suis pas sûr par rapport au fait que Van Vliet et Gary Trent Jr. Pensaient que les Raptors c'était pas à leur hauteur. Fred Van Vliet a quand même, il doit tout aux Raptors. Hein. Il a démarré chez les 905, il a grandi avec les Raptors. Je pense que c'est juste des histoires salariales qui ont fait qu'il est parti. Hein. Les Raptors voulaient le garder, mais au bout d'un moment tu pouvais pas t'aligner sur ce que Houston a offert. Mais je pense que c'était absolument pas dans les plans de Masai Ujiri de laisser partir Fred Van Vliet contre rien. Et si, pour en revenir à Masai, s'il y a peut-être un défaut, c'est que parfois il est un petit peu trop sûr de lui. Et c'est ça qui peut lui jouer des tours. Après, Gary Trent Jr., par contre, lui a démontré vraiment qu'il appréciait Toronto. C'est assez étonnant. Il a été vraiment beaucoup mis en avant par la franchise et il le rend bien. Il a pris sa player option d'ailleurs. Donc ça va être une des questions de cette saison. Gary Trent Jr., qu'est-ce qu'on fait de lui? Là, pour l'instant, il semble se diriger vers un rôle de 6e homme, mais je pense qu'on va en parler après dans le 5 de départ et tout ça. Mais pour en revenir à Siakam, mais tout simplement, Siakam, comme tu l'as dit, Vlad, c'est un meneur par l'exemple, en fait. C'est un leader par l'exemple. C'est le gars qui est le premier à la salle, qui est le dernier à partir, qui montre la voie à ses coéquipiers. C'est pas quelqu'un de très vocal, c'est certain. Mais en tout cas, il est très respecté dans le vestiaire, ça c'est sûr. Et c'est vraiment un exemple. Après, il fait des efforts pour être un leader vocal, puisqu'on va en avoir besoin cette année. Mais c'est vrai que c'est pas son truc à la base. Ouais, non, clairement, je suis complètement de ton avis. Bah écoute, tu parlais justement du 5 de départ, du roster, etc. On va pouvoir peut-être faire un peu les mouvements de l'été. Donc on a déjà, donc en effet, on a des départs, notamment un qui est significatif, qui fait partie de l'épopée 2019, donc en la qualité de Fred Van Vliet, donc qui part à Houston. On a aussi Will Barton qui est parti. Alors c'est vrai que pour le coup, Will Barton, bon, voilà quoi. J'ai pas trop. Il a rien fait. Voilà, j'ai pas trop d'avis sur le sujet pour le coup. Il a joué. C'est pas une perte. Non, vraiment, ouais, c'était pas la signature mémorable de l'année. C'est sûr. Et Dalano Banton. Et par contre, au niveau des arrivées, moi je trouve ça plutôt intéressant. En tout cas, ça mérite d'être abordé. Donc Jalen McDaniels qui arrive, Dennis Schroeder qui sort d'un excellent mondial. Ça, pour le coup, c'est vraiment une plus-value, je pense, pour Toronto. Et donc Grady Dick, drafté, donc qui a l'air de bien kiffer sa vie en tout cas à Toronto. Donc assez curieux de voir ce que ça peut donner par la suite. Bon, il n'y a pas eu énormément de mouvements. Est-ce que pour vous c'est plus ou moins décevant, ou est-ce que vous attendiez quand même à ce qu'il n'y ait pas tant de mouvements que ça, parce que au final quand même avec
avec le transfert de Van Vliet, en tout cas avec le départ de Van Vliet, pardon, ça a permis quand même de plus ou moins garder un peu d'argent dans les caisses. Donc, quelle est un peu justement la vision que vous avez là de cet été, messieurs? Alors, concernant Schroeder, on va mettre un holà tout de suite. Attention aux promesses des compétitions FIBA. On se rappelle de la signature de Juancho Hernan Gomez qui débarquait à Toronto en pleine sortie de série Netflix et d'Eurobasket de ouf contre la France, et arrivé chez nous, il n'a pas mis un shoot de la saison. Donc on va attendre de voir. Non, je dirais qu'en termes de volume de l'été, des transferts, etc., on peut quand même se poser certaines questions de ce qu'a réellement pensé le management, parce que au-delà, donc déjà l'erreur de perdre Fred VanVleet contre rien, c'est quelque chose qui va rester dans les mémoires pendant longtemps, et on va pouvoir s'en mordre les doigts parce qu'il y avait vraiment quelque chose à récupérer en échange. Même en sign and trade, on peut toujours récupérer quelque chose. Là, on n'a vraiment rien du tout contre un meneur qui avait quand même une valeur sur le marché. Mais surtout, on arrive en début de saison, là, dans moins d'une semaine, et on a 3 joueurs de notre groupe de 7-8 principaux qui arrivent en fin de contrat à la fin de l'année à la fin de la saison en cours. Et du coup, on n'a aucune certitude sur cette situation. Et c'est, à mon sens, pas le meilleur moyen de préparer une saison. Parce que pour le coup, le seul dont vous avez, on va dire, une certitude, c'est Jakob Poeltl, quoi. C'est ça. Et Scottie Barnes, qui est quand même encore en contrat rookie, c'est que sa 3e année. Mais voilà, en gros, c'est un peu ça, ouais. Moi, j'ai plus de réserves que toi, déjà, que toi qui est un peu des doutes. Moi, j'ai plus de réserves, encore plus que toi, par rapport à l'été des Raptors. C'est que j'ai l'impression que Masai a clairement raté un virage. C'est devenu un peu un gag, mais que les Raptors jouent le ventre mou et se dirigent vers être les nouveaux Wizards de la ligue, concrètement. Je pense que Masai aurait dû tout simplement appuyer sur le bouton rebuild. Merci Siakam pour tes fiers services. Va jouer dans une équipe contenders. Nous, on n'est plus contenders. Oji, frérot, t'as une très bonne trade value. On sait que tu peux servir dans une équipe qui va jouer le titre. Donc va jouer le titre. Nous, on va manger grâce à toi. Et on repart, on a du Scottie Barnes. Les Jakob Poeltl, tu peux le garder parce que tu l'as signé. Déjà, tu l'as signé trop cher, je suis désolé. Je sais que Mike, il me semble que t'aimes beaucoup Jakob Poeltl. Et pour moi, 20 millions Jakob Poeltl. Moi aussi, j'ai du mal aussi. Mais... j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais allez, tu le gardes parce que ça te laisse quand même un gars de référence, un gars d'expérience. Donc c'est plutôt cool. Mais tu as des joueurs comme Siakam, comme Gay TJ, comme Anunoby que tu aurais dû laisser partir en même temps que Fred VanVleet et partir sur un rebuild, parce que là tu pars sur une nouvelle saison on sait pas trop où on va, on est trop fort pour tank, mais on n'est pas assez fort pour ne serait-ce passer qu'un seul tour de playoff, donc au final on va nulle part. Donc moi je pense que Masai a très clairement raté un virage cet été. Mais la décision c'était à l'inverse de ce que tu dis, parce que ce qu'il a essayé de faire c'est de récupérer Damian Lillard. Donc les Raptors, ce qu'ils voulaient faire à l'inverse, c'était améliorer cet effectif pour redevenir contender. Ils n'ont pas réussi à le faire. Malheureusement, ils se sont fait berner par les Blazers qui les ont juste utilisés pour fixer un prix à Milwaukee pour récupérer Lillard. Son Lillard ne voulait pas aller aux Raptors et on a bien la sensation que les Blazers ont tout fait pour quand même respecter plus ou moins son choix, tout en mettant la petite carotte à Miami. Ça, on l'a bien vu. Ouais. Mais non, mais après, on peut toujours reprocher à Masai de ne pas avoir fait de choix puisqu'il n'a pas réussi à faire le transfert pour Lillard, de ne pas partir dans le rebuild. Mais là, la voie qui est choisie, elle est claire. C'est on donne une année de plus à cet effectif et à la fin de l'année, on voit. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, je le conçois, mais le discours, il est clair en début d'année. C'est on a une équipe qui a fini 5e l'année d'avant, qui avait l'espoir de continuer à progresser. On considère que ça n'a pas fonctionné parce qu'on est arrivé à une fin de cycle avec un coach. Au lieu de tout changer dans l'effectif, on part sur un coach avec une philosophie différente. Et en année 1, avec ce coach-là, on voit si ça marche. Après, je suis totalement d'accord sur le fait que, par exemple, ne pas prolonger Siakam maintenant ou ne pas le transférer, c'est prendre d'énormes risques. La même chose pour Anunoby et la même chose pour Gary Trent Jr. Mais après, c'est le choix qu'il a fait et on verra à la fin de l'année s'il a eu raison ou tort. Mais en tout cas, on a
vu une volonté de prendre une direction qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, c'est clair que comme ça s'est fait tardivement, ou ça ne s'est pas fait tardivement avec Lillard, là, il s'est retrouvé un petit peu bloqué. Et au final, on n'a pas d'autre choix que d'espérer que ce groupe-là va progresser avec un nouveau coach, une nouvelle philosophie. Et quand même, moi, je trouve un recrutement qui a été quand même assez intelligent parce que les Raptors ont peut-être le meilleur banc qu'ils n'ont jamais eu sur ces 3 dernières années. Et un coach qui a une volonté d'utiliser ce banc. Surtout. Sur le recrutement intelligent, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup en soi les apports qui ont été réalisés cet été par les Raptors. Cependant, ça reste encore trop léger pour espérer quelque chose de vraiment sérieux en post-season. Et c'est pour ça que moi je me dis, au final, tu vas perdre un an dans lequel tu peux te faire douiller des joueurs par rapport à leur valeur et donc perdre de la trade value et donc perdre de la base de rebuild. Et je crois que c'était Alex qui disait qu'il n'était pas d'accord quand je disais que Masai est un dormeur. Mais depuis 2018, Masai qui a fait un énorme pari qui s'est avéré vainqueur, gros respect à lui pour ça, mais depuis il dort et à aucun moment il a agi pour justement faire réellement progresser l'équipe. Alors oui, dans la bulle, t'es à un shoot t'es à pas loin d'éliminer cette Celtics, j'entends. Mais ça reste un fait dans lequel où tu n'as pas apporté de vraie amélioration à ton équipe. Et depuis, tu dors, tu sais pas exactement où tu te situes, tu n'as pas d'objectif clair, tu joues le ventre mou et tu te diriges vers nous sommes les nouveaux Willard. Je vais faire peut-être un peu l'avocat du diable, je parle sous votre contrôle, Alex et Mac, mais est-ce que pour le coup, Masai n'a réellement rien tenté ? Est-ce que ça, déjà, on en est sûr ? Est-ce que plutôt, il ne paye pas le fait que il est dans une franchise, malheureusement, même si Toronto a été titré en 2019, ça reste un petit marché. Et malheureusement, le petit marché n'est pas attractif. Damien Lillard, pour le coup, moi je suis désolé, mais dès le départ, pour moi, la piste Toronto, elle était clairement pas crédible, parce que justement, Toronto n'est pas attractif pour ce genre de joueur. Et malheureusement, c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage, parce que Toronto, on sait très bien, on connaît les qualités de la ville en elle-même, on sait très bien le public qui est là pour supporter justement son équipe locale, et comme le dit très bien aussi Zushi dans le chat, il va pas quitter un petit marché pour aller dans un autre, alors que Milwaukee a une dynamique qui est bien plus importante depuis plusieurs années. Je suis bien d'accord, mais dans ce cas-là, et après on laissera la parole à nos invités sur le sujet, mais dans ce cas-là, tu excuses les 3/4 des GM de la ligue en disant on a un petit marché, on peut pas faire grand-chose. Et c'est pas comme ça que ça marche. Même en étant un petit marché, ce qui est une contrainte supplémentaire, c'est clair, tu te dois de faire des choses, tu te dois d'entreprendre des choses. Et je dis pas essayer, je dis de faire les choses. Oui, mais après il y a une différence entre essayer et réussir. Je vais laisser Mike et Alex. Tu peux tenter tout ce que tu veux. Après, tu vois, par exemple, on parlait de la situation de Pascal Siakam et de la direction qui aurait dû être prise cet été. C'est compliqué de prendre une décision. Maintenant, c'est vrai que, à mon sens, je ne serais pas allé à l'extrême et le côté rebuild. J'aurais essayé de conserver un noyau de jeunes joueurs et repartir sur un groupe composé de Scottie Barnes, OG Anunoby, Gary Trent Jr., voilà, ces joueurs-là très jeunes qui n'ont pas plus de 25-26 ans et voir ce que ça donne. Siakam a une valeur aujourd'hui sur le marché, qui est en train de diminuer de jour en jour parce que le type est en fin de contrat la saison prochaine. Donc, et en plus de ça, il répète à qui veut l'entendre que n'importe quelle équipe qui viendra trader pour lui, il ne prolongera pas. Lui, ce qu'il veut, c'est rester à Toronto, etc. Donc, déjà ça, tu es tributaire, entre guillemets, de la communication de ton joueur. Encore une fois, c'est très bien. Je veux dire, quand on s'appelle Toronto, avoir un joueur du calibre de Siakam qui dit « moi, je veux rester, j'y crois, c'est ma franchise, c'est ma ville, mon public et tout », c'est très très bien. C'est clair, c'est un point extrêmement positif et une très bonne publicité pour la franchise. Concernant la situation de Damian Lillard, qu'on vienne pas me dire que Toronto est un plus petit marché que Portland. Premièrement.
qu'on vienne pas me dire que la météo est plus compliquée. La seule différence, c'est qu'il y a une ville au Canada, une ville aux US. Désolé, à un moment donné, il faut aussi dire les termes, c'est pas les mêmes papiers, etc. On a bien vu, même Dennis Schroeder qui est arrivé, il a galéré pour monter dans le bon avion et être à temps pour le Media Day. Donc voilà, c'est compliqué et on aura toujours cette barrière-là à franchir. Est-ce que Masai est fautif à 100%? Non. À mon sens, non. Il y a des choix qui sont faits, il y a des recrutements qui peuvent être douteux. On l'a dit, la perte de Will Barton ne va pas nous empêcher de dormir. Ce genre de recrue n'est pas du niveau de ce qu'on pourrait attendre d'un GM qu'on a encensé comme Masai Ujiri. Maintenant, la décision a été prise de rester un petit peu comme ça. C'est, à mon sens, une erreur. Il aurait fallu prendre une décision claire. Et après, je sais pas, on peut peut-être rentrer plus dans la construction de l'effectif, mais Mike, je sais qu'il est parfaitement d'accord avec moi, mais à un moment donné, il va falloir qu'on parle de l'association Scottie Barnes, Pascal Siakam, Jakob Poeltl. On est en 2023 et ça va être compliqué. Ah, mais bien sûr, mais du coup, concrètement, vous, en tant que fan et insider des Raptors, parce que Mike, t'es un insider, il faut le dire, quelles sont les attentes des Raptors cette saison, concrètement? Qu'est-ce que vous attendez des Raptors? Au niveau, en fait, en termes de résultats, il n'y a pas forcément des grandes attentes, mais ce qu'on veut, c'est du mieux dans le jeu, tout simplement. Je pense qu'on a un coach qui arrive avec un très très beau discours, qui pour l'instant donne des choses positives sur la pré-saison, avec vraiment une attaque qui, en gros, pour schématiser, tous les principes que Nick Nurse utilisait la saison dernière, Rajakovic, c'est l'opposé. Donc Nick Nurse n'était pas proche de ses joueurs, il avait tendance à les balancer dans la presse et tout ça. Rajakovic est arrivé, Gary Trent Jr., après une semaine avec lui, il a dit « j'ai jamais autant discuté avec un coach de ma vie ». Défensivement, Nick Nurse était switch à tout va, pression de la balle. Rajakovic, c'est beaucoup plus conservateur. C'est d'abord, avant tout, chacun défend sa position, on défend la raquette et les trois points dans les corners. Ce que Nick Nurse avait tendance à laisser. Après, c'est des philosophies. On va pas revenir sur si c'est bien, si c'est pas bien. Nick Nurse a quand même fait ses preuves. Je veux pas lui cracher dessus non plus. En tout cas, il vient avec une philosophie à l'opposé. Et en attaque, on sait que Nick Nurse, c'était extrêmement d'isolation pour Siakam, pour Barnes. Et Rajakovic arrive avec un jeu en mouvement, faire les actions décider à ce 0.5 offense, donc prendre des décisions à moins d'une demi-seconde. C'est les préceptes de Popovic, c'est toutes ces attaques qui fonctionnent à merveille. Donc voilà, il y a du discours. Bien sûr, comme le disait Alex, il y a une construction d'effectifs, un front de courte qui fait que tu te dis on a besoin de spacing malgré tout, et ce 5 de départ semble manquer de shooter. C'est vraiment le constat que tu fais de prime abord quand tu vois ces Raptors. Ok. Je rebondis totalement là-dessus et c'est pour ça, je vais peut-être m'avancer un peu, mais il y a quelques temps, on a réfléchi quand Gary Trent Jr., quand c'est sorti dans la presse que Gary Trent Jr. se préparait à avoir un rôle de 6e homme, qu'on voyait bien avec les matchs de pré-saison que le 5 de départ, c'était Schroeder qui prenait la place de Van Vliet. Sur le papier, ça ne m'a pas particulièrement choqué. J'avais envie de voir effectivement avec Schroeder, un ball handler qui est capable d'organiser des actions. À la sortie de la pré-saison, je suis plus proche de penser qu'il vaudrait mieux mettre Gary Trent Jr. en titulaire et y aller franco, puisque de toute façon, l'objectif est de mettre la balle le plus souvent possible dans les mains de Scottie Barnes ou de Pascal Siakam. J'ai tendance à penser qu'on s'en sortirait mieux avec le shoot de Gary Trent Jr. qu'avec le playmaking de Schroeder dans le 5 de départ. Okay. Mais ce n'est que mon avis. Alors, concernant cet avis-là, il se comprend, mais je ne le partage pas. Pourquoi ? Parce que je pense que confier la totalité du playmaking, du starting five à Scottie Barnes, qui n'est pas encore totalement formé à ce poste, c'est un peu lui mettre des bâtons dans les roues. Moi, je pense que justement la présence de Dennis Schroeder, qui en plus est un joueur qui s'apparente quand même assez bien à un combo guard, ben ça peut déjà lui permettre de compter sur un vrai meneur de métier à côté de lui pour le soulager. Et d'expérience. D'expérience. Et surtout,
même quand Scottie Barnes sera en position de meneur, eh ben, Schroeder peut parfaitement passer en position d'arrière concrètement, de spot-up shooter, même de joueur off-ball, qui est très bon en plus dans le off-ball, et qui en plus qui a réussi à performer avec LeBron James, qui est le meilleur point forward de l'histoire. Donc concrètement, je pense que s'il y a une personne qui sait jouer avec le type de joueur qu'espère devenir Scottie Barnes, c'est Ben Schroeder. Donc je pense qu'au contraire, avoir Schroeder dans le starting five avec Scottie Barnes, ça va être bénéfique pour les deux. Parce que Schroeder avec Scottie Barnes peut aussi jouer combo guard. Ce qui n'est pas le cas s'il n'y a pas Scottie Barnes. Ça se comprend aussi, hein, les deux. Excuse-moi, Mike, vas-y. Non, moi je suis assez d'accord avec Enzo. En tout cas, c'est ce qu'on semble voir sur cette pré-saison. Et je pense que Darko considère que Scottie n'est pas encore à même de mener cette attaque tout seul et qu'il a besoin d'avoir un joueur avec le ballon à côté de lui. Et en plus, on a vu qu'il aimait bien l'utiliser. Enzo en parlait aussi au début qu'avec Nick Nurse, il changeait toujours de poste, mais ça reste sa force et on peut le voir que sur des pick and roll, par exemple, ça peut être lui le roller. Et avec Schroeder, ça peut fonctionner parfois. Donc, je pense que c'est peut-être pas figé non plus. C'est peut-être dans l'attente que Scottie Barnes développe ou non ses qualités de playmaker principales. Mais je ne serais pas étonné au fil de l'année. Et même en voyant peut-être Gary Trent développer lui aussi son playmaking, parce qu'on a commencé à le voir sur cette pré-saison. Il a fait un match à 4 passes décisives. Qui l'aurait cru la saison dernière, voir par exemple Gary faire 4 passes décisives. Mais je pense qu'à terme, moi, ce que j'aime bien, par contre, avec Schroeder, avec la seconde unit, c'est qu'il pourrait vraiment prendre le rôle qu'il avait avec l'Allemagne en étant avec peut-être une seconde unit qui soit plus spacée, avec plus de shooters. Et là, il pourrait vraiment être au centre de l'attaque. Mais en fait, moi, je l'ai dit depuis qu'on l'a recruté. En fait, Schroeder, on l'a recruté 2 années trop tard parce que c'est exactement le backup dont les Raptors avaient besoin derrière Fred VanVleet. Ouais. Oui, et puis en plus, à côté de ça, d'ailleurs, c'est Maywen là sur le chat, hein, merci d'ailleurs au passage, que en plus, l'avantage aussi de Schroeder, c'est que tu vas pas non plus, par rapport à VanVleet, trop perdre, ne serait-ce que défensivement, parce que Schroeder est capable aussi de très bien défendre, donc ça reste, voilà. Je pense qu'il y a moyen clairement de bien l'utiliser, je pense que bien utilisé, Schroeder peut vraiment avoir une plus-value. Alors, est-ce qu'il va faire toute la saison ? Ça, je ne sais pas. Pour le coup, je ne saurais, je ne saurais me prononcer. Mais pour revenir, parce que bon, en soi, là, j'ai sorti là, sur le stream la grosse question, mais c'est un peu aussi le fil rouge qu'on a tout le long de notre conversation. C'est Toronto, quelle est, on va dire, la direction ? Bon, là, on a déjà un peu une idée on va dire, à court terme. Mais vous, messieurs, quelle est à la fois votre vision à moyen, voire long terme entre ce que vous souhaiteriez voir et ce que vous pensez qui va se passer ? Vas-y, Alex. C'est compliqué, il faudrait avoir le numéro de Masai et lui poser la question. En fait, c'est très compliqué parce que tout semble lié à la situation contractuelle de Siakam. Ouais. On se répète, mais si tu le prolonges demain, on est tout de suite sur une optique de plusieurs années. Ok, on sait, c'est Siakam et on continue autour de lui. Si tu le prolonges pas et que dans quelques mois, tu es obligé de le transférer en urgence à la deadline, voire de le perdre contre rien dans un an, on n'est pas du tout sur les mêmes objectifs, quoi. Donc, pour cette saison, je pense qu'à l'heure actuelle, Masai Ujiri et tout le management est un peu dans la position du on va voir ce que ça donne avec un nouveau coach, un nouveau staff, une nouvelle dynamique, des rôles peut-être un petit peu plus précis aussi pour certains. Je pense notamment à Gary Trent Jr. Je pense qu'on est un peu dans cette optique-là, de se laisser quelques semaines, voire mois, pour voir ce que ça donne et d'aviser ensuite. Maintenant, c'est sûr que le scénario catastrophe, c'est de se retrouver dans une saison un peu coup-ci, coup-ça. Toujours pareil, ventre mou entre 9 et 11. Bilan proche de l'équilibre. Et puis, on arrive à l'été et on se jette dans une free agency où on peut perdre Siakam, Anunoby et Gary Trent Jr. Ouais. Et là, je peux vous dire que l'été prochain, les amis, va pas falloir lâcher notre téléphone. Pour le coup, cette fois, c'est vrai. Non, c'est sûr.
Mais alors, juste avant, Mike, je me permets de faire un aparté, une question, on va dire, un peu subsidiaire. Mais concernant le cas Siakam, justement, je veux bien avoir votre avis, en tout cas vos infos. En vue d'une éventuelle prolongation, on est dans le cadre d'une prolongation de Pascal Siakam, est-ce qu'on connaît un peu les avancées ou est-ce qu'on est complètement en aveugle sur ce sujet? Non, il n'y a pas d'avancée, c'est ce qu'ils ont dit au Media Day, en fait. Parce que Massa, il a clairement fait comprendre qu'il n'y aurait pas de prolongation cette saison et qu'il attendait vraiment de voir ce que Siakam allait donner dans l'attaque de Darko Rajakovic. Il semble quand même dingue quand tu connais le niveau de ce joueur. Et comme Siakam l'a dit lui-même, c'est un joueur qui a connu tous les rôles en fait au sein de la NBA. Il a commencé, c'était un energizer de sortie de banc. Ensuite, l'année avant le titre, c'était un joueur qui apportait du rebond, des attaques rapides. Il s'est transformé petit à petit, mais il a connu tous les rôles en fait, et se demander s'il va être capable de jouer dans l'attaque de Darko, c'est quand même un peu abusé, je trouve personnellement. Moi, mon avis personnel, c'est que les Raptors auraient dû le prolonger, quitte à le transférer. En tout cas, ça aurait augmenté sa valeur et ça aurait tout de suite coupé le fait de dire il va pas re-signer avec telle équipe s'il est transféré. En fait, et maintenant c'est trop tard parce que s'il le prolonge maintenant, il n'est plus transférable à la deadline. Donc, oui, mais ça, tu t'en fiches s'il est prolongé. Je veux dire, tu l'as quand même, tu supprimes le risque de le perdre contre rien cet été. En soi, oui. Au moins, tu l'as aujourd'hui la situation la plus critique possible. Sur ça, c'est sûr, mais par contre, tu sais très bien que du coup, tu vas brader son prix parce que du moment où il sera indésirable et qu'il va te bloquer le rebuild, les équipes qui viendront de négocier avec toi sauront très bien que tu auras un peu le couteau sous la gorge. Donc, ils vont te proposer, des packages minables que tu vas être forcé d'accepter si tu veux avancer. Ce sera toujours mieux que rien. Ce sera toujours mieux que rien, oui. Mais tu aurais pu avoir beaucoup plus si tu t'es bougé le cul avant. Oui, mais ça, c'est trop tard. Ça, c'est trop tard. Là-dessus, c'est trop tard, si tu veux. Bien sûr, c'est trop tard, bien sûr. Le point de vue, en fait, aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire que on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. Lui, il veut rester. Masai Ujiri dit que non, il n'y aura pas de prolongation, etc. Mais le temps, il avance et on peut se retrouver dans une galère sans nom d'ici quelques mois. Donc, à mon sens, Pascal Siakam aura plus de valeur de toute façon prolongé. Imaginons, demain, il y a une prolongation. Il est surpayé. Alors, je ne dis pas le max, parce qu'effectivement, le max, ce serait un contrat pourri. Mais même surpayé, sur 3 ou 4 ans, Siakam aura plus de valeur qu'avec un CDD de 6 mois. Ça, c'est certain. Si. En vrai, moi... Surtout s'il déclare dans la presse que de toute façon, il ne prolongera pas. Ouais, mais en fait, ça s'est déjà vu des superstars qui étaient trade à quelques mois de la fin de leur contrat au moment de la deadline, sans que les équipes récupèrent peanuts, tu vois. Donc, je pense que de toute façon, j'imagine mal Siakam, la mettre un peu par derrière aux Raptors et partir sans rien. Tu vois, même si ça serait ça ne serait qu'un sign and trade, je pense qu'il y aura au moins un sign and trade. Et voilà, en tout cas, moi je serais déçu de Siakam s'il part sans rien laisser. Mais là, justement, moi ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que c'est les Raptors qui essayent de la mettre à l'envers à Siakam. Ah, ça parce que c'est ça, moi, qui m'embête le plus. Est-ce que justement, sur ce que oublie par rapport Vas-y, Mike. Au sign and trade, c'est que le sign and trade, il est fait que quand c'est nécessaire par l'équipe qui veut le récupérer parce qu'elle n'a pas assez de place dans sa masse salariale. Oui. On l'a vu avec FVV, il n'y avait aucune raison pour Houston de faire un sign and trade. Donc en fait, pour moi, le sign and trade, c'est pas un truc de garantie. Hein. C'est pas un joueur qui dit « Oh, je vais partir dans telle équipe et je vais vous faire un cadeau, vous allez avoir un truc en retour. » C'est juste une équipe qui n'a pas la place dans sa masse salariale pour récupérer un joueur et qui est obligée, entre guillemets, d'envoyer des contreparties. Donc le sign and trade, attention, hein, c'est pas quelque chose que le joueur va faire en cadeau pour vous dire « Oh, je vous la fais pas à l'envers. » Non, bien sûr. Après, Siakam peut très bien aussi, lors de la négociation de contrat avec une nouvelle équipe, ok, moi je viens chez vous, mais seulement dans un sign and trade avec les Raptors, tu vois. Et là, ça oblige l'équipe, même si elle a le cap pour l'absorber, de faire un sign and trade. Ouais, mais alors là, tu donnes à Siakam un poids de ouf. Tu penses vraiment qu'il a cette reconnaissance-là dans la ligue ? Je l'espère, je l'espère, parce que moi, de ce que je vois de l'extérieur, après vous le connaissez mieux que moi, mais je vois vraiment Siakam comme un homme humble, un homme reconnaissant,
un homme. Oui, non, ça sans problème. Il a jamais fait ou dit quoi que ce soit qui allait à l'encontre de la franchise ou quoi que ce soit. Il a jamais fait de déclaration bizarre ou autre. Enfin, quand on voit par exemple toutes les rumeurs qu'il y a eu autour de Giannobi, on n'a jamais eu ça autour de Pascal Siakam. Alors, effectivement, Pascal Siakam a eu un très gros rôle depuis le titre de 2018-2019. Mais effectivement, là-dessus, Siakam est irréprochable à ce niveau-là. Maintenant, on reste quand même, la situation, elle est quand même claire, noir sur blanc. Le risque est de perdre probablement Bien sûr. ton meilleur joueur, on va être honnête, bien sûr. Contre rien. Ouais. Et du coup, avant d'aller sur la pyramide, du coup, je voulais avoir un peu ton avis. Du coup, c'est vrai qu'on a un petit peu dévié. Mike, tu sais, sur la question que j'avais un peu sur ta vision entre ce que tu souhaiterais et ce qui va potentiellement se faire sur du moyen, voire long terme, du coup, qui va avec le but de la grosse question. Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Alex. Malgré tout, je pense qu'on voit que la volonté, c'est de construire autour de Scottie Barnes. Clairement. De toute façon, même on le voit avec Darko Rajakovic, il est vraiment mis au centre du jeu. Et j'ai envie de dire, si on doit résumer la saison à venir des Raptors, quelles sont les attentes ? Les Raptors iront aussi loin que Scottie Barnes les emmènera, en fait, tout simplement. S'il fait une saison exceptionnelle, ça peut être vraiment très intéressant. Si ça reste moyen, ça peut être une saison très moyenne. Après, aussi l'une des choses à suivre, c'est comment ça va se passer avec Siakam. Est-ce que les joueurs vont trouver une complémentarité ? Est-ce que Siakam sera utilisé au meilleur de ses capacités ? Pour l'instant, sur la pré-saison, ça marche. Donc, on va voir, ça reste que de la pré-saison. Mais en tout cas, cette nouvelle attaque de Darko Rajakovic, c'est un peu comme les Spurs à l'époque. Il n'y avait pas de joueur qui tirait la couverture à lui-même. Ils avaient Tim Duncan, mais on se rappelle des finales contre Miami. C'était vraiment tous les joueurs avaient la possibilité de montrer ce qu'ils savaient faire. Donc je pense que ça peut fonctionner. Peut-être c'est ce que Masai se dit aussi. Peut-être en soi, il se dit je vais le prolonger à la fin de la saison parce que j'espère que ça va marcher. Mais voilà, pour moi, le long terme, c'est construire autour de Scottie. Et si on se rend compte que, comme on le voit sur le papier, ça manque de spacing autour de lui, qu'il va falloir du shoot, là ça passera par transférer Siakam contre des joueurs qui sont capables d'écarter le jeu tout simplement et d'équilibrer l'effectif autour de Barnes. Mais pour moi le projet il est là. Ok, bon, on verra bien ce que ça réserve, mais c'est vrai que de toute façon tant que le sujet Siakam ne sera pas, on va dire, résolu, ou en tout cas qu'il n'y aura pas d'issue, c'est vrai qu'on restera plus ou moins en suspens. Et par contre, concernant le cas justement, parce que tout à l'heure, Mike, tu disais que ça y est, j'ai perdu son nom, que Masai Ujiri disait qu'en effet, il n'y avait aucune avancée, que de toute façon, il attend de voir ce que ça donne maintenant avec le nouveau coach. Est-ce que ce serait pas tout simplement une com ? Est-ce que ce serait pas de la com ? Et qu'il essaierait, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être de lui mettre à l'envers en faisant des tentatives de trade un peu déguisées. Bon, après, je pense que Siakam était bien conscient qu'il y avait des tentatives de trade dès cet été. Moi, je l'avais sorti l'information au mois de juillet, comme quoi ils étaient en train de chercher vraiment des partenaires d'échange. Il y a eu ces histoires avec Atlanta qui n'auraient pas voulu inclure Bufkin. Et c'est ça qui aurait fait capoter les choses. Ensuite, on a eu cette sortie. Alors, c'est pas Siakam lui-même, je pense que c'est ses représentants, puisque Siakam a démenti ça lors du média. Mais bon, il allait pas dire oui. Il allait pas dire oui à ce moment-là. Mais comme quoi, il voulait pas re-signer pour aucune équipe qui transférerait pour lui. Donc voilà. Franchement, je pense que Siakam était bien conscient, puisque d'ailleurs, de manière assez différente des autres années, on l'a très peu vu dans toute la communication des Raptors cet été. On sait qu'ils ont Open Gym, c'est une émission qui montre un peu les coulisses des Raptors, et on a très peu vu Siakam, et la seule fois où on l'a vu, et on me l'avait fait remarquer, c'est que Siakam ne portait absolument jamais les gears, les vêtements des Raptors. Ça, c'est quand même étrange, tu vois, il était tout le temps avec ses sponsors, et malgré tout, c'est significatif que Siakam, dans sa com de l'été, et les Raptors dans leur com de l'été, quand même, tu voyais que Siakam ne faisait pas partie, entre guillemets, du projet. Après, il est professionnel. Les Raptors, quand même, ils connaissent la valeur du joueur. Rajakovic arrive avec un nouveau discours et tout ça. Donc, il y a moyen de l'inclure dedans. Mais je pense que vraiment, l'objectif de l'été, c'était de partir sur une autre direction.
Ok. Quelque chose à ajouter, toi, de ton côté, Enzo, avant qu'on arrive à la pyramide? Trae Young. Hein? Qu'est-ce que... Fuck Trae Young. Ah, vas-y, toi. C'est gratuit. Oui, c'est tellement gratuit. C'est classique, c'est un classique. Ça, c'est en prévision de la preview qu'on a demain avec Loris, avec les Hawks. Alors, cette pyramide, du coup... alors, où est-ce qu'on place, du coup, Toronto, là, sur cette petite pyramide? Moi, à titre personnel, je me tâte quand même, et j'ai malheureusement peur que ce soit vraiment les fins de 4e rang. Parce que je pense que ça restera ventre mou. Ouais, malgré je tout. pense aussi. Bah, moi, je les aurais mis devant les Bulls et j'aurais mis les Bulls 10e, mais il est passé avant nous, donc Ça grillé la priorité. Ça se tient. Moi, je vous vois pas derrière les Bulls. Personnellement, je vois pas derrière les Bulls. De toute façon, sur le niveau là, du hit et des Bulls, la place n'a pas d'impact sur le classement. Ça sera dans ces eaux-là, tout à fait. Ok. Oui, c'est ça. Ce sera fin de play-in de toute façon et très difficilement plus haut. Ouais, donc on est reparti éventuellement sur une année un peu place du con, du coup. Sauf si tout le monde dépasse les espoirs et confirme que la saison dernière, c'était vraiment une accumulation de tout qui allait dans le mauvais sens, quoi. Mais bon. Ouais, c'est ce que j'allais dire, avec quand même des espoirs dans un scénario optimiste que ça puisse cliquer, parce que défensivement, quand même, ces Raptors... ça va être très très sérieux. Honnêtement, ce qu'il faut rappeler, c'est que le rating avec Poltel la saison dernière, les Raptors ils étaient dans le top 5 des défenses. Et je crois même qu'à un moment, ils étaient juste derrière Milwaukee en étant la meilleure défense à partir du moment où ils ont récupéré Poltel. Et offensivement, je pense que ça peut pas être pire que la saison dernière. Donc il y a des espoirs, mais au jour d'aujourd'hui, on les placera ici sans contester. Concrètement, les Pistons, j'ai un problème avec. Les Raptors, pour le coup à jouer, c'est sur ce début de saison où eux sont très en forme, puisqu'ils sont invaincus sur la pré-saison. Si t'arrives, ne serait-ce, c'est quoi, on va faire rapidement Raptors schedule pour voir qui joue. Minnesota, Chicago, Philly, les trois. Philadelphie pour commencer le troisième match. Et tu vois, regarde. Minnesota, Chicago, Philly. Concrètement, je suis désolé, tu peux te permettre de viser un 3-0. Tu vois? Donc déjà, tu commences ta saison en 3-0, ça fait du bien au moral. Après, t'as Portland, 4-0. Milwaukee, vas-y, tu perds. Philadelphie, c'est à Philadelphie, vas-y, tu perds, t'es en 4-2. San Antonio, t'es en 5-2. Dallas, vas-y, on va dire que voilà, tu peux gagner aussi, t'es en 6-2. Ça veut dire sur tes 8 premiers matchs, tu peux commencer en 6-2 potentiellement. Donc tu vois, ça fera une grosse différence, ne serait-ce que dans la confiance, dans comment tu commences la saison, dans comment tu vas la continuer. Et tu peux te dire, j'ai réussi à prendre un peu d'avance sur le début de saison, c'est déjà 4 victoires d'avance. Mon objectif, c'est rester dans le positif, tu vois. Et... On signe où pour le 6-2, là? C'est ça. C'est un peu ça, ouais. Je te file mon adresse pour le contrat, tout ça. Mike, tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un, surtout... Encore sur les Pistons, je suis un fanboy, y'a pas de souci. Sur les Raptors, j'essaie d'être objectif quand même. Le 6-2, c'est pas quelque chose où je me dis, vas-y, c'est impossible. Tu vois? Non, c'est vrai. Tu vois, c'est quelque chose où je me dis, tu dois jouer ce 6-2. Minnesota, tu dois pas te dire on va perdre. Chicago, tu dois gagner. Philadelphie, tu peux les prendre vu la forme qu'ils ont. Portland, tu dois les prendre. Milwaukee, tu perds, vas-y, c'est normal. Mais Philadelphie, tu vas y jouer 2 fois, t'en perds 1, ça se comprend, t'en gagnes 1, ça te va. San Antonio, tu dois gagner. Tu vois, et c'est comme ça, si tu réfléchis comme ça, tu peux rapidement rester dans le positif, parce qu'après, t'enchaînes quoi? T'enchaînes du Détroit, du Orlando, du Indiana, encore Chicago. Tu vois, t'as des enchaînements de matchs où tu dois être au moins en 3-1. Et là, ça fera ta différence en saison. Et c'est quand c'est pour quand le road trip? Le premier road trip? Ouais. C'est 3 novembre, tu fais Philly, San Antonio, Dallas, Boston. Ouais, tu fais Est-Ouest. Ouais, tu fais Est, ouais, c'est pas... Ouais. T'as pas une série de matchs où ils enchaînent je ne sais combien de matchs à l'Ouest? Le premier road trip à l'Ouest, c'est le 4 janvier. Tu fais Memphis, Sacramento, Golden State, Lakers, Clippers, Utah. Ouh. C'est dur. Ouais, le début d'année... Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs en une dizaine de jours. Waouh. Même pas. Tu fais 6 matchs en 9 jours. Et tout ça extérieur.
Ouais, non, le début janvier, là, le début de l'année 2024 va être crucial pour le coup. Sachant qu'après, tu rentres, tu fais Boston, Miami, Chicago, New York. Oh purée. Tu peux faire un 0-10. Non, à voir. Mais ouais, non, bah oui, force. Parce que de toute façon, voilà, ça va être l'effet pervers d'avoir un bon calendrier de début de saison. C'est qu'au bout d'un moment, bah, tu vas avoir en effet une partie de saison qui va être beaucoup plus compliquée. Donc pour le coup, ce sera courant janvier. Et pareil, oui, d'ailleurs, je vois un truc qui me choque un peu. Moi, Chicago, on les voit beaucoup trop haut pour moi. Pour moi, ça va être très décevant. Il y en a. Bon, voilà, la preview des Bulls a été faite, mais moi je les vois très bas, donc bon, on verra bien ce que ça donne. Pour moi, Toronto sera largement de toute façon, en ce qui concerne Toronto, on va le voir très vite. Ouais. Si on repart sur des bases compliquées, pleines de doutes, de manque de confiance par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, ou si la dernière saison est définitivement derrière nous, qu'on repart sur une bonne dynamique, que les shoots se mettent à rentrer, que Siakam et Scottie Barnes ont le sourire, se tapent dans les mains, que ça danse sur le banc, on va tout de suite repartir sur une bonne dynamique. Si ça commence à galérer, à se regarder un petit peu, à avoir des regards vides, qu'on envoie brique sur brique et que Grady Dick est finalement pas le shooter qu'on nous avait promis, ben là ça peut être très très compliqué très vite. Non, c'est sûr. Bon, on verra bien. Bon, de toute façon, voilà, moi Toronto c'est toujours une équipe que j'aime bien, donc je leur souhaite quand même tout le meilleur pour cette saison. Écoutez, est-ce que vous de votre côté, messieurs, avant qu'on cède l'antenne, on va laisser l'antenne à Maxime qui va prendre le relais dès minuit. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou peut-être même une annonce à faire ou de la pub? Faites-vous plaisir, c'est votre quart d'heure de gloire, messieurs. Si vous voulez un petit peu approfondir cette preview des Raptors, la nôtre elle arrive bientôt. C'est pas encore fixé, mais c'est avant la reprise, donc cool. Dimanche ou lundi je pense, peut-être mardi au pire. Mais voilà, on va avec toute l'équipe de Dinotalk, on va approfondir tout ça avec des questions précises et tout, comme d'hab, comme on fait. Et puis sinon, suivez-nous sur les réseaux. Hein. On suit la saison de près. J'ai la chance d'être je vais pas être à tous les matchs cette année, mais beaucoup plus que la saison dernière parce que je suis de retour du côté de Toronto. Donc accréditation à l'année, accès aux joueurs et tout ça. Beaucoup plus aux entraînements cette année aussi de mon côté. Donc n'hésitez pas à suivre si vous êtes fan des Raptors ou que vous voulez simplement vous informer sur ce qui se passe du côté du Canada. Moi j'ai une mission à te donner, mon cher Mike. Ouais. Si jamais, par un heureux hasard, Killian Hayes finit aux Raptors, dis-lui que je suis son plus grand fan. Je te remercie. J'essaierai d'aller à un shoot-around des Pistons. On va mais oui, bien sûr. Mais tu sais que je l'avais eu l'année dernière. Non, pas l'année dernière, l'année d'avant. Quand on était encore sur Zoom. Je l'avais eu lors d'un match. Mais cette année, on essaiera parce que j'ai la chance d'être avec un autre francophone. On sera 2 au match. Donc, quand il y a des francophones qui viennent, généralement, on va se partager les conférences de presse. Donc, faut juste dire à Kylian de faire un gros match contre les Raptors. Comme ça, il l'envoie en conf de presse et puis on lui posera 2-3 questions en français. Ouais, tu pourrais dire est-ce que tu connais Logdin et sa réponse déterminera. Non, on est en antenne, je vais pas dire. Vas-y, toi. T'es insupportable, c'est incroyable. Et écoutez, parfait. 23h. Écoutez, 23h57. On est nickel. Pour une petite transition après chez Maxime. Alex, Mike, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous savez que c'est toujours un plaisir de vous avoir, de parler de Toronto. Et puis, comme je vous ai dit, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas même à nous mentionner. On se fera un plaisir de tout repartager pour le coup. Et puis, vous êtes les bienvenus quand vous le voulez. Merci à vous et bonne saison à tous. Bisous. Bonne soirée, messieurs. Merci beaucoup. C'était un plaisir partagé. Bonne soirée à tous. À plus. Ciao, ciao. Salut.